processus de référencement et comment être plus visible sur Internet, qui va être co-animé avec Mounir et Théophile de Google Les Ateliers Numériques. On va être ensemble pour à peu près 1 heure. N'hésitez pas à poser vos questions par le chat. Mounir et Théophile y répondront directement, soit via le chat, soit directement durant la présentation. Sachez également que vous allez recevoir par email le replay de cette webconférence. Par contre, vous n'aurez pas le support parce qu'il est protégé par Google, mais n'hésitez pas pendant la présentation à prendre des photos sur les slides qui vous intéressent. Et puis, comme je vous le disais, vous recevrez la vidéo replay par email. Donc, vous pourrez aussi tout à fait revenir sur les points qui sont les plus importants. Et juste avant de laisser la parole à Mounir, je vais vous présenter rapidement l'ADI, donc association pour laquelle je travaille. ADI qui signifie Association pour le droit à l'initiative économique, qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans maintenant et qui a permis de soutenir plus de 140 000 entreprises à ce jour. Et c'est vrai qu'avec notre expérience, on a parfait notre action afin de mieux répondre à vos besoins et une action qui est aussi facilitée par l'important réseau sur lequel on s'appuie, puisque l'ADI, c'est une présence partout en France, en métropole et en outre-mer, et c'est le travail de 600 salariés et 1300 bénévoles qui, au quotidien, aident et accompagnent les entrepreneurs tout au long de leur projet, de la création à leur développement. Et donc, plus globalement, l'ADI aujourd'hui, c'est des conseils et un accompagnement gratuit. C'est des solutions de financement qui sont adaptées aux micro-entreprises et c'est également des offres d'assurance professionnelle et automobile. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Et maintenant, je laisse la parole à Mounir pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Aïssatou. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. En effet, on est très nombreux, c'est hyper cool de pouvoir du coup échanger tous ensemble sur une thématique qui colle finalement à n'importe quelle activité. Le référencement naturel et comment finalement générer du trafic, vous faire connaître, développer votre business également grâce à cette visibilité qui est ouverte à tous étant donné qu'elle est gratuite. Et on va avoir l'occasion de voir un petit peu toutes les bonnes pratiques et également les outils qui peuvent vous être utiles. Vous allez pouvoir découvrir si vous ne les connaissez pas et vous aurez l'occasion de pouvoir les tester ensuite par vous-même pour les appliquer à votre activité. Avant de commencer, je vous présente brièvement le programme Google Atelier Numérique. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Actuellement, depuis mars, on fait des conférences, énormément de conférences sur YouTube et également en région et également avec des partenaires comme aujourd'hui. Et on a vraiment vocation à transmettre les bonnes pratiques et les bons usages dans le cadre du numérique, que vous soyez une entreprise, une association, un entrepreneur ou tout simplement un étudiant ou un demandeur d'emploi. Chaque finalement spécificité peut vous donner envie finalement de développer vos compétences pour booster votre activité. Et nous, on va se concentrer concrètement sur comment on va faire finalement pour mieux appréhender le fonctionnement des moteurs de recherche, parce que si on sait comment ça fonctionne, ça va nous aider à mieux les gérer. Alors on me dit dans le chat qu'il y en a qui n'entendent pas. Non, nickel. Donc Théophile me confirme qu'on m'entend bien, il n'y a pas de souci. Donc comprendre ensuite l'importance et les avantages du référencement naturel. Et une fois qu'on a compris l'intérêt, ce qui est quand même plus intéressant, c'est de savoir le mettre en place et l'appliquer. Alors, un petit point pour commencer. Pour faire le point, pour certains, on va peut-être enfoncer une porte ouverte, mais qu'est-ce que le référencement naturel? Donc, c'est vraiment en fait tout simplement l'ensemble des règles et bonnes pratiques pour améliorer le positionnement de son site internet sur les moteurs de recherche. Donc, le but, est-ce que c'est d'apparaître en première page? Oui, mais d'apparaître surtout sur les bons mots-clés. Donc, le but du jeu, ça va être finalement d'apporter à votre activité la meilleure visibilité possible grâce à la création de contenu que vous allez déployer. Donc là, on va parler de légitimité et de popularité. Donc, est-ce que le contenu que je fais, il est de qualité dans le sens, est-ce qu'il répond à un besoin? Est-ce que je donne du contenu de qualité qui va du coup générer du trafic? Et normalement, si on fait un contenu de qualité, on va avoir une popularité et ça fait un petit peu un effet boule de neige. Donc plus on crée du contenu de qualité, plus ça va faire venir du monde et plus Google va reconnaître notre site internet comme légitime sur son domaine d'activité. Et c'est pour ça qu'on dit que le référencement naturel, c'est quelque chose qui prend plus de temps que la publicité en ligne, par exemple. Donc on ne peut pas se faire découvrir du jour au lendemain par le référencement naturel. Ça va être en répondant de manière efficace aux attentes des internautes
Et c'est pour ça que vous pouvez retrouver sur pas mal de sites internet des très belles, foires aux questions où on se dit: «Ils ont répondu vraiment à toutes les choses, qu'un client peut se poser quand il va, par exemple, à l'accueil d'un magasin». Donc le fait de donner toutes ces réponses à nos clients, ça va leur permettre déjà, de ne pas avoir à nous contacter par un autre moyen et nous faire, entre guillemets, «perdre du temps», quand on reçoit de nombreux coups de fil pour nous demander, nos conditions de vente, est-ce que tel produit est disponible? Le fait que ça soit directement visible sur internet, ça fait passer la personne finalement de: «Je ne sais pas si vous avez» à: «Je sais ce que vous avez, est-ce que ça m'intéresse?» et il peut passer à l'acte d'achat par lui-même ou vous contacter par lui-même. Alors que finalement, le but du jeu, c'est vraiment de vous rendre le plus visible possible, de manière virtuelle. Donc en effet, le référencement naturel, ça va être un marathon, ça va prendre énormément de temps pour se faire connaître. Hop, l'intérêt, ça va être déjà de savoir quels sont les types de moteurs de recherche qui existent aujourd'hui pour savoir, sur lesquels je vais me «positionner» entre guillemets, tout dépend de mon secteur d'activité. Là, je pense que vous en connaissez certains. Donc je vais, enfoncer une porte ouverte avec Google, Yahoo et Bing. Je pense que c'est des choses qui vous parlent déjà et vous avez d'autres moteurs qui apparaissent là, par exemple Yandex et Baidu, qui sont tout simplement des moteurs de recherche qui sont liés à 2 pays en particulier. Yandex pour la Russie, Baidu pour la Chine et en gros, ça permet d'expliquer, par exemple, à un vendeur de vin, si vous voulez vendre, du vin à l'international, ça va être très bien avec Google, Bing, heu, pour toucher des pays anglophones, par exemple. Mais si on veut commencer à toucher, par exemple, des pays comme la Russie et la Chine, on va être nécessairement obligé de respecter les règles de leur moteur de recherche à eux. Donc ça, c'est pour vous expliquer que chaque moteur de recherche a ses propres règles et que pour être visible sur tous les moteurs de recherche, il va falloir respecter l'ensemble de ces règles-là. Sauf que le trafic que vous allez retrouver principalement sur un site internet, ça va être souvent des personnes qui viennent du moteur de recherche Google. En France, par exemple, ça représente à peu près 95 du flux de recherche. Étant donné que ça représente la plupart des activités, autant, se fixer à ces règles, de Google en termes de référencement naturel pour améliorer votre visibilité. Et en bref, si on devait résumer, le référencement naturel en quelques tâches, il va y avoir des informations qui vont être en amont de la recherche du client et des recherches qui vont être faites, quoi, des informations qui vont ressortir après. Donc quand on crée du contenu sur internet, sur notre site internet, il va y avoir une phase d'exploration où Google ou les autres moteurs de recherche vont envoyer leurs robots qui vont scanner les différentes URL et retrouver les informations qu'il y a à l'intérieur. C'est là qu'on va devoir faire attention à comment on présente, nos informations, mettre en valeur les bons mots-clés, savoir un petit peu les mots qui sont les plus tapés par notre audience pour répondre à leurs besoins. Une fois qu'on a créé tout ce contenu-là, il va être indexé par le moteur de recherche qui va en extraire le contenu et qui va, en fonction de la qualité de notre contenu au niveau technique et sémantique, va être plus ou moins classé. Et une fois que la recherche va être faite par un utilisateur, Google, un peu comme un comparateur, va essayer de mettre en avant les contenus les plus pertinents, pour répondre à la demande de l'utilisateur. Donc forcément, il va y avoir des contenus publicitaires qui vont apparaître en premier, mais juste en dessous, il va y avoir les contenus qui lui paraissent en tout cas le plus pertinent possible et c'est ce qui va être affiché sur l'écran. Et ce qui est embêtant, mais ce qui est aussi très passionnant dans le référencement naturel, c'est que, les bonnes pratiques ont tendance à ne pas être fixes. Elles vont évoluer dans le temps. On a par exemple, le constat qui est de plus en plus de recherches sont faites sur téléphone portable. Donc si notre, site internet n'est pas adapté au téléphone portable, qu'importe la qualité de notre contenu, notre, affichage va être dégradé, et du coup, en termes d'expérience utilisateur, la personne va devoir zoomer, va devoir, avoir des difficultés en tout cas à retrouver la qualité des informations. Ce qui fait qu'un contenu qui va être peut-être moins populaire que le vôtre, mais qui va être adapté au mobile, va vous passer devant, en termes de visibilité sur les moteurs de recherche. Donc il va vraiment être, il va vraiment faire très attention là-dessus. Hem Et pour conclure un petit peu sur cet aspect théorique, vraiment le concept, c'est de se dire qu'un moteur de recherche, c'est comme un supermarché. Ce qui est à hauteur de vue dans un magasin, ça va être ce qui est finalement le plus pratique pour l'utilisateur. C'est ce qui va être le mieux, le plus visible. Ce qui va être en haut et en bas, ça va être les contenus finalement qui sont soit moins bons au niveau de la qualité du contenu, soit moins bons en termes de technique.
Et puis, on connaît tous ces fameuses têtes de gondole qui vont être payantes et qui vont nous permettre d'apparaître en début de rayon. Et c'est là toute la différence. L'intérêt, finalement, ça va être d'apparaître à hauteur d'œil de nos clients en répondant de la manière la plus intéressante possible aux contenus qui peuvent les intéresser. Et en clair, ça va se retrouver de cette manière-là avec les contenus SEA comme Search Engine Advertising, donc la publicité, et le SEO qui est le référencement naturel. Donc le but du jeu, ça va être d'apparaître en haut des résultats qui sont encadrés en bleu pour générer le plus de trafic possible vers votre magasin, vers votre boutique ou vers votre site en ligne tout simplement. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire quel est votre secteur d'activité par exemple pour pouvoir personnaliser un petit peu les messages. Je vois qu'il y a pas mal peut-être de soucis un petit peu techniques au niveau du chat. J'espère que vous m'entendez tous bien en tout cas de votre côté. Donc il y a de la sophrologie, donc il y a du service, il y a de l'animation, il y a des écrivains, donc il va y avoir pas mal de secteurs d'activité différents, c'est hyper intéressant. Du produit, du service, des artisans, des commerçants, donc c'est vraiment très varié. Donc on va pouvoir s'atteler tranquillement déjà à bien comprendre les règles d'or du référencement naturel et n'hésitez pas à penser à votre business, à votre activité pendant qu'on est en train de parler de ces sujets-là pour voir ce que vous pouvez appliquer ou ce que vous n'avez pas encore mis en place de votre côté. Déjà, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que le principe fondamental, c'est afficher en première position le contenu le plus pertinent. Comment on va faire? On va tenir compte de la qualité du contenu, on va tenir compte des balises, qu'elles soient compréhensibles par le moteur de recherche et de la popularité du contenu. Donc organiser l'information à l'échelle mondiale dans le but de la rendre accessible et utile à tous, c'est vraiment la mission de Google dans tous ses produits. Il a vraiment vocation à essayer de se mettre à la place de l'utilisateur. Donc il va essayer de défendre les intérêts de l'utilisateur pour lui apporter le contenu le plus qualitatif. Et comment on va faire, nous, pour être ce contenu qualitatif? Déjà, j'avais parlé de ça précédemment, le concept d'être très, accessible du point de vue du mobile. Ce qui va permettre d'avoir tout simplement, beaucoup plus de requêtes qui vont arriver sur notre site internet, étant donné que les recherches sur Google effectuées depuis le mobile représentent aujourd'hui un pourcentage supérieur à ce qui a été, fait sur ordinateur. Donc, vraiment aujourd'hui quand on crée un site internet, il faut vraiment qu'il soit responsive comme on dit. Responsive, ça veut dire qu'il soit lisible aussi facilement depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Et aussi en fonction de chaque navigateur, donc quelqu'un qui est sur un iPhone, quelqu'un qui est sur un téléphone Android, il faut que tout le monde puisse le lire de la manière la plus exacte possible. Ensuite, il va falloir réfléchir à 2 choses. On pense à l'internaute principalement quand on crée du contenu et on pense également à notre moteur de recherche pour qu'il mette en avant finalement notre contenu de la meilleure manière possible. Et voici les règles qu'on peut, vraiment, s'appliquer pour être sûr de répondre à toutes ces caractéristiques. Donc n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran avec votre ordinateur, pour pouvoir, garder ces informations. Donc, est-ce que ma page web répond aux besoins de l'internaute? C'est une question qui est même pas de l'ordre du numérique, c'est du bon sens. Est-ce que quand la personne clique sur ma page, elle tombe sur les informations qui lui sont, pertinentes et nécessaires? Est-ce que l'internaute dispose de toutes les informations nécessaires? Ben là, on a juste à respecter cette fameuse règle du QQO-QCCP. Si on répond à toutes ces questions-là, donc je vais pas vous faire le récapitulatif, je vais certainement en oublier un. Donc vraiment, répondre à toutes les questions qui permettent de se dire: «Est-ce que j'ai été exhaustif dans mon sujet et est-ce que du coup j'ai apporté une réelle valeur ajoutée?» Parce qu'avec le temps qu'on passe sur du contenu, autant qu'il soit utile. La lecture de ma page est-elle facile et agréable? Donc, la taille de ma police, parfois on va vouloir être un petit peu créatif sur nos titres. On peut se faire plaisir avec une typo assez engageante. Mais ensuite, pour ce qui est de la typo de lecture, imaginez-vous que quelqu'un qui va lire un pavé et il faut qu'il ait, une écriture très facile à lire, sinon, ça va l'user mentalement ou il va tout simplement abandonner parce que, il va trouver le contenu pas très agréable à lire. Donc, prenez le temps, de bien réfléchir à quelle est ma charte graphique et quels sont les typos que je vais utiliser sur mon site internet.
Mes propos sont-ils imagés? Imagés, donc avoir quelques petites, informations visuelles pour compléter. Donc on n'est pas obligé d'avoir tous un super appareil à photo et des super photos à notre disposition à chaque fois. Par contre, avoir des images libres de droit pour conceptualiser un petit peu, nos contenus, mais également, faire des petites infographies, faire des contenus un peu plus visuels que de faire du texte constamment. Ça peut permettre à notre audience d'avoir des contenus légèrement variés et de s'intéresser à des sujets, peut-être qui les touchent un peu moins, mais avoir une forme de résumé synthétique par une infographie peut leur permettre de développer un petit peu leur sens critique ou leur envie d'en savoir plus, en tout cas, sur ce que vous faites. Donc ça, c'est toute la partie internaute qui est hyper importante, qui va nous permettre de, mieux appréhender, les besoins de notre internaute. Parfois, on a un peu la tête dans le guidon, on connaît très bien notre produit et on en oublie finalement de répondre aux besoins, de notre client, de notre bénéficiaire. Et du côté, technique, on va avoir, est-ce que ma page web contient les bonnes balises? Là, on va parler de balises de titre, de balises de description, métadescription, de balises alternatives. Donc plein de mots qui peuvent vous paraître pas grand-chose là, à l'instant T, mais imaginez-vous tout simplement, pour ceux qui ont été étudiants, un peu plus, on va dire qui sont allés un petit peu loin dans leurs études, on a fait, soit des rapports de stage, soit des synthèses, soit on va dire des mémoires de fin d'études et on a un sommaire qui va être, assez détaillé et qui va nous permettre de savoir exactement de quoi on parle. Bah, pour un site internet, c'est exactement la même chose. Le but du jeu, c'est que, Google, quand, il, envoie ses robots sur votre site internet, qu'ils comprennent de manière très facile, de quoi est composé votre site et c'est grâce à ces fameuses balises de titres et qu'il va pouvoir finalement avoir un sitemap comme on dit, donc de comprendre exactement le fonctionnement de votre site pour en détecter la pertinence et pouvoir le ramener finalement ramener l'audience intéressée vers votre site internet cas échéant. Et Google, comme d'autres moteurs de recherche, ils ont fortement évolué. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelques années, il y avait des petites méthodes pour apparaître de manière bien placée dans les moteurs de recherche. Et ces méthodes-là étaient légèrement abusives et ont été détectées et des outils ont été déployés pour répondre à ces besoins. Donc les personnes qui mettaient plein de fois leurs mots-clés, en blanc sur fond blanc, les gens qui essaient finalement de trafiquer un peu leur référencement naturel, chaque, outil là que vous voyez a été développé pour répondre à ces besoins-là. Donc lutter contre la suroptimisation et les échanges de liens, ça c'est quelque chose qui se fait toujours mais qui, est de moins en moins bien vu. Mieux comprendre les requêtes sémantiques, contextuelles et habitudes avec l'outil Google Penguin et enfin surtout Google Panda qui va lutter contre les contenus faibles ou dupliqués. Donc quelqu'un qui a pris beaucoup de temps à créer du contenu, quelqu'un qui fait un simple copier-coller, qui met un petit peu de phrases à la voix passive pour essayer de transformer légèrement le texte, ce qui va se passer, c'est que Google va pouvoir détecter beaucoup plus facilement aujourd'hui ce genre de choses pour, détecter, 2 contenus similaires. On a des dates, hein, il y en a un qui l'a fait avant l'autre, donc celui qui l'a fait après va être sanctionné en termes de visibilité et en termes de quality score, on va dire, de la qualité de son site internet. On va détecter que la personne, elle a regardé sur son voisin, que ça se fait pas, tout simplement. Ensuite, vous, quand vous travaillez, sur votre business, sur vos clients, sur vos services, il va falloir définir finalement qu'il y a plusieurs types de requêtes qui, nécessitent, différents contenus. Il y a des contenus de découverte, c'est là qu'on va vouloir apparaître finalement pour ce qui est de la «notoriété» entre guillemets. Quel est le meilleur téléphone? Est-ce que, une marque comme Samsung, Apple a nécessité à apparaître sur ce genre de questions de découverte? Oui, pour, finalement faire basculer un utilisateur d'un service à un autre, c'est très intéressant, d'apparaître dans des comparateurs, d'apparaître sur des tops, les 5 outils à utiliser, pour faire de l'emailing. Quand une entreprise apparaît dans ces 5 outils, elle peut constater que lorsque cet article sort sur internet, elle va avoir peut-être un petit pic de trafic sur son site internet, sur sa page d'accueil ou sur sa page, en savoir plus, par exemple. Donc, il va y avoir des personnes qui font des recherches dans le but d'en savoir plus sur un produit. Il va y avoir des recherches qui vont être par la suite: «Je connais mieux le secteur d'activité, j'ai envie de savoir quel est l'outil, quelle est l'entreprise qui fonctionne le mieux», avoir des retours d'expérience, avoir des avis et une fois qu'on a toutes ces informations-là, on va en arriver à la décision qui est: comment je vais faire pour l'acheter? Est-ce que je peux l'acheter le moins cher possible? Et du coup, apparaître sur des requêtes de décision, quand on fait par exemple de la publicité, c'est très intéressant pour pouvoir, finalement transformer rapidement des clients qui sont déjà convaincus. Et ensuite, on va devoir créer du contenu en référence naturelle pour donner envie finalement aux personnes de découvrir nos outils.
Et en amont encore, on va devoir apparaître sur des recherches de découverte. Par exemple, il y a des sites de trottinettes électriques. Il y a peut-être il y a 5 ans, personne ne s'y connaissait en trottinette électrique. Mais il y a des sites médias qui sont apparus, il y a des sites de test, il y a des youtubeurs spécialisés qui sont développés et de plus en plus de contenu sur ce secteur qui a permis aujourd'hui, à des personnes, à des entreprises de se positionner directement qu'avec du contenu, de décision ou de considération parce que, la partie découverte a été faite finalement par le secteur d'activité directement. Mais nous, on va apparaître pour développer notre notoriété. Donc du coup, il faut vraiment prendre en compte ces choses-là. Il y a différents types de requêtes qui sont tapées par notre audience. Est-ce que j'apparais bien sur tous ces types de requêtes? Et est-ce que je réponds à tout ce type de questions pour, finalement, m'assurer que mon discours commercial soit exhaustif? Donc ça, c'est la partie, encore une fois, vraiment théorie. Maintenant, on va s'intéresser concrètement aux outils qu'on a à notre disposition. Comment faire en sorte de, connaître déjà, le fonctionnement de nos outils, quels sont les outils gratuits à ma disposition du moment que j'ai un site internet? Du moment que j'ai un site internet, je vais pouvoir lier mon site internet à, Google Analytics, mais également à la Google Search Console. La Search Console, en bref, c'est quoi? C'est simplement, lier mon site internet à cet outil qui va permettre, de savoir déjà si, les robots sont passés sur notre site, si tout est bien, compréhensif, vérifier l'indexation de nos pages, consulter nos positions sur certains mots-clés, définir, et identifier nos backlinks, où est-ce que notre site, apparaît à côté. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, est-ce que mon site est référencé par un autre site alors que je ne suis pas au courant? Un backlink, c'est quoi? C'est tout simplement, moi, je travaille, par exemple, j'ai mon propre site internet, mais je peux aussi, mettre en relation mon site internet en disant: «Beh, moi, je connais un graphiste et vous pouvez cliquer sur ce lien si vous êtes intéressé par ses services» et là, du coup, c'est un lien de mon site vers le sien. Et c'est ce qui permet peut-être de générer du trafic et c'est ce qu'on va avoir sur des sites d'affiliation pour la plupart du temps. L'affiliation, c'est je fais un site internet où je mets en avant des produits que je trouve moi de qualité et si quelqu'un clique sur mon lien et achète le produit, je vais toucher une commission, qui va me permettre du coup de mettre en avant mon expertise sur un domaine. Je suis très bon en informatique, vous n'y connaissez pas, donnez-moi vos besoins, je vous propose un produit, si vous l'achetez, je suis rémunéré, si vous ne l'achetez pas, je ne suis pas rémunéré. Donc c'est un peu comme un commercial, mais sur internet. Donc si on a bien déjà au niveau de la Search Console, validé, la connexion avec notre site internet, on a ces informations-là qui sont hyper intéressantes. Mais ce qui va être hyper intéressant pour moi, c'est le fait que je vais déployer peut-être plusieurs sites, plusieurs articles qui vont parler de plusieurs sujets qui parlent de mon secteur d'activité et je vais pouvoir détecter avec Google Analytics, est-ce que mon site internet, qui parle de sport et d'informatique, par exemple, j'ai fait plusieurs articles qui parlaient de sport, plusieurs articles qui parlaient d'informatique. J'ai beaucoup plus de résultats grâce à mon analyse sur mes articles qui parlent d'informatique. Ça va me permettre de prendre des décisions aussi, de savoir qu'est-ce qui intéresse le plus mon audience? Découvrir le comportement des internautes sur ma page. Est-ce que quelqu'un y est resté longtemps? Est-ce que, ma page de sortie est bien, heu, elle est judicieuse dans le sens, est-ce que quelqu'un est parti à un moment? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui partent sur une page? Est-ce que ça génère un problème technique? Donc, beaucoup d'informations en effet, mais, ça va être à nous, de lire les chiffres et de comprendre, ce qui va se passer. Donc analyser la qualité du trafic, suivre l'évolution du trafic, c'est hyper intéressant. Ça va vous aider vraiment à prendre des décisions éclairées. Alors qu'à l'époque, quand on faisait de la communication, bah, tout simplement à la radio, on ne peut pas finalement détecter le nombre de personnes qui ont été touchées, quel type de personne a été intéressée, sur quelle localisation il se trouve. Donc c'est hyper intéressant de trouver la bonne solution, là-dessus. Donc Google Analytics, c'est bien, s'en servir, c'est mieux. Et on va avoir également d'autres outils qui vont être liés à, tout simplement, des moteurs des CMS, donc des constructeurs de sites internet. Donc sur WordPress, par exemple, on va avoir des outils comme Yoast SEO qui vont nous aider à, avoir on va dire, un score qui va juger de la qualité, de notre écriture. Est-ce qu'elle est bien lisible, compréhensible? Est-ce que les mots-clés employés sont bons?
Et on va avoir d'autres outils qui vont nous aider à charger la vitesse, à augmenter la vitesse de chargement de nos pages. Quand on a beaucoup de contenu, une personne n'a pas le temps d'attendre, de lire, donc si ça prend trop de temps, on va perdre des gens en route. Et enfin, il y a d'autres outils comme WP Rocket qui peuvent nous aider aussi pour ce qui est de la mise en cache des pages. Donc si vous ne vous y connaissez pas là-dessus, c'est vraiment, de l'aspect technique qui va aider juste à améliorer la visibilité et la qualité de l'utilisation de votre site. On va pouvoir naviguer plus rapidement et du coup, la personne va être beaucoup plus à l'aise et rester plus longtemps si elle n'a pas de soucis techniques sur votre site internet, en termes de fluidité en tout cas. Hop, donc petit atelier en théorique pour, faire le point finalement sur la bonne démarche à avoir. Une fois qu'on est sur le terrain, on va se dire: «Beh, moi, par exemple, je suis un coach sportif et je veux développer du contenu, autour de mon secteur d'activité pour me faire connaître et je n'ai pas d'idée, je suis pas un créatif, moi je suis un coach sportif et j'ai besoin un peu de me générer des bonnes idées pour savoir qu'est-ce qui peut intéresser mon audience». Donc on a bien compris déjà, qu'il y avait des requêtes liées à la découverte, des requêtes liées à la considération et des requêtes liées à la décision. Donc le conseil qu'on va vous donner, c'est vraiment de varier vos types de contenus et vos mots-clés en alternant ce qui est courte chaîne et longue chaîne. Courte chaîne, longue chaîne, c'est tout simplement, ce que vous voyez juste en dessous. Une requête courte chaîne, c'est une requête qui fait moins de on va dire qui fait deux-trois mots maximum. Donc coach sportif, c'est une requête qui va être très concurrentielle. Il y a beaucoup de coachs sportifs. Alors qu'à l'inverse, une requête longue chaîne, on va avoir moins de coachs sportifs spécialisés dans le yoga et qui sont situés à Montpellier. Donc quelqu'un qui veut se positionner, heu, intelligemment va commencer par, devenir un expert local et du coup développer son contenu au niveau, de contenu, lié à des mots-clés longue chaîne et une fois qu'on a commencé à devenir, bah, le meilleur de Montpellier, on va essayer d'être le meilleur de la région Occitanie. Puis ensuite, quand on sera le meilleur de la région Occitanie, on va s'atteler à devenir le meilleur au niveau national. Mais on va pas se créer finalement une démotivation en se lançant directement sur des contenus hyper génériques sur lesquels on va être en hyper concurrence avec des acteurs qui sont là depuis, en fait, depuis le début. Et du coup, on va se retrouver avec, une déception parce qu'on n'a pas beaucoup de trafic sur nos articles. Alors qu'à l'inverse, si j'arrive à me positionner intelligemment pour me dire: «Bah, moi j'habite à Nancy, je suis consultant en web marketing et en accompagnement. Comment je peux créer du contenu pour attirer les commerçants de Nancy qui ont besoin d'avoir un échange peut-être un peu plus, court, un côté local, quelqu'un qui connaît les spécificités de leur magasin?» Du coup, je vais créer un site internet plutôt à vocation, de montrer mon expertise de la ville, des usages et que je vais, du coup mettre en avant cette partie-là et une fois que je serai devenu le meilleur de Nancy, bah, je m'attellerai à devenir le meilleur au niveau du Grand Est et du national et ça va me permettre d'avoir de la réussite et dernier petit point, en fonction de vous, ce que vous savez de votre produit, vos clients n'ont pas, la même connaissance. Donc se mettre à la place de son client, c'est bien. Savoir parler comme lui, il parle, c'est encore mieux. Donc par exemple, là, on a un exemple qui est assez typique, qu'on utilise beaucoup en atelier, en conférence. Vous savez tous ce qu'est un drone et vous voyez le nombre de requêtes qu'on va avoir, par exemple, par jour sur le mot drone, 90 500. Le mot quadricoptère est beaucoup plus spécifique. Étant donné que c'est, un drone, mais un drone, on va dire, qui coûte 1 500, 2 000, 10 000 €. C'est les vrais drones, c'est ceux qu'on voit dans les films. Alors que le drone, classique, le mot générique, renvoie beaucoup plus dans l'imaginaire des clients comme le petit drone qu'on achète à son neveu à 30-40 € dans un magasin. Donc si je suis un vendeur de drones militaires, heu, je vais pas créer du contenu avec le mot drone parce que je vais faire venir énormément de monde, mais très peu de personnes qui sont vraiment intéressées par mes produits. Je vais parler à des spécialistes, donc du coup, je vais employer un vocabulaire de spécialiste et à l'inverse, si je suis, Cdiscount ou Amazon ou n'importe quel e-commerce, classique, je vais vendre des produits à destination, donc du B2C, donc je vais vendre ça vraiment à des clients lambda et je vais du coup me positionner sur le mot drone, étant donné que ce mot touche beaucoup plus dans l'imaginaire, les produits conventionnels qu'on retrouve dans la vie de tous les jours.
Donc là, on va avoir des solutions, par exemple, vérifier la concurrence des mots-clés en tapant dans Google, et en utilisant la commande InTitle. InTitle 2 points, ça veut tout simplement dire, le mot, que je vais taper juste après doit apparaître dans le titre, heu, des balises, des sites pour faire en sorte de faire remonter que les contenus, qualitatifs et bien traités, et ça va nous permettre de savoir le nombre de requêtes qu'il y a sur chaque mot-clé et savoir les mots-clés les plus judicieux à employer au vu des informations qu'on va avoir, du fait de notre audit, tout simplement. Hop, donc une fois que j'ai bien réfléchi déjà à l'étape des mots-clés, maintenant je vais réfléchir au niveau, de l'étude sémantique. Trouver les bons mots-clés, et comment on va faire pour faire ça? On va raisonner, comme je vous l'avais dit précédemment, avec cette fameuse définition des mots courte chaîne et des mots longue chaîne, et vous voyez l'impact qu'il y a sur le trafic et l'impact qu'il y a sur la concurrence. Donc n'hésitez pas du coup à alterner entre les 2 types de pratiques pour créer du contenu à la fois populaire et ensuite du contenu plus pertinent, qui va être moins, fréquent certes, mais qui va être aussi moins concurrentiel. Donc c'est là que vous allez pouvoir vous positionner de la meilleure des manières possibles. Et parfois on pense qu'il nous faut des outils, hors du commun pour faire du marketing digital, avoir une feuille et un stylo, c'est bien, avoir une feuille, on va dire, numérique, c'est plus pratique. Donc, se créer un petit tableau Excel et commencer à lister les mots-clés principaux, les mots-clés secondaires, savoir le volume de chaque mot-clé, garder ces informations en fait et les lister. Ça va vous permettre de mieux connaître, déjà votre activité et de définir du coup intelligemment, toutes les informations sur votre site, en connaissance de cause. Hop. Alors j'ai entendu déjà dans le chat, enfin je l'ai entendu, je l'ai lu, qu'on avait déjà parlé de Ubersuggest, qu'on appelle aussi Neil Patel, le nom du créateur de l'outil, réaliser une étude de mots-clés du secteur d'activité. Donc ça, c'est des choses qu'on fait très, très, généralement, en début d'activité ou en début de digitalisation. On va essayer de regarder un petit peu, donc n'hésitez pas à aller sur ce site-là, Théophile va vous le mettre dans le chat. De taper un peu des mots liés à votre secteur d'activité pour en détecter un petit peu le volume, le «prix» entre guillemets. Donc, le prix, si on veut se positionner en termes de publicité, savoir estimer un petit peu le coût qu'on va avoir, si on veut se positionner sur ce type de mots-clés. Donc un super outil à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Un autre qu'on connaît aussi très bien, dans notre travail, c'est Google Trends. Donc, beaucoup d'informations finalement sur le volume d'utilisation des mots, de manière historique, sans connaître la saisonnalité. Il y a tout plein d'informations comme ça qui peuvent vous être utiles. Déjà pour savoir quels sont les mots les plus judicieux à employer. On a le fameux débat sur le pain au chocolat et la chocolatine. Vous pouvez du coup comparer le volume d'utilisation des mots, en fonction des régions, donc aussi. Ça peut permettre de personnaliser de la publicité en ligne, si on fait de la publicité au niveau national, de légèrement, développer et modifier son message en fonction, des régions. On peut vraiment faire des études comparatives de manière très qualitative et moi je m'en sers même de temps en temps juste pour savoir à partir de quand un mot a commencé à rentrer dans le vocabulaire ou dans les recherches, les requêtes des utilisateurs. Ça peut permettre d'en savoir plus aussi sur l'utilisation en tout cas de ces mots-clés. Et enfin, parfois on n'arrive pas à créer de contenu, on ne sait pas comment, répondre aux bonnes questions de notre audience. Donc il y a la méthode, on va dire la méthode qui est d'aller regarder tous nos concurrents et se dire comment eux ils ont fait et recopier bêtement les choses. Alors que moi je vais plutôt conseiller finalement déjà de prendre un peu de recul. Donc, faire une audit de ses concurrents, c'est très intéressant. Regarder les bonnes pratiques, mais surtout se dire comment je vais pouvoir me les réapproprier, intelligemment. Et surtout passer par un outil comme, Answer the Public. Comme son nom l'indique, c'est un outil qui va permettre de lister,
pas mal de questions qui sont tapées par votre audience sur les moteurs de recherche et pouvoir se dire, là, je vais pouvoir me constituer une liste de questions qui va pouvoir s'intégrer très facilement dans une foire aux questions de mon site internet. Et de plus, ce qui va être intéressant, c'est de classer ces mots-clés parce que, il va y avoir, comme je vous l'avais vu avant dans le tableau Excel, des mots-clés principaux et des mots-clés secondaires. Les mots-clés principaux, on va avoir des bonnes pratiques à mettre en place. Il faut qu'il y ait un seul mot-clé principal par page, ayant un bon volume de recherche et un indice de concurrence plus faible possible. Donc là, ça paraît compliqué, mais c'est tout simplement se dire, bah là, sur mon site, j'ai une page à propos, j'ai une page contact, j'ai une page d'accueil, je vais avoir une page mes services. Il faut vraiment que ça soit très explicite dans aussi les mots-clés principaux et secondaires, de bien développer le maillage sémantique de votre site. Hop, sélectionnez vos mots-clés secondaires, donc environ 3 à 4 par page, ayant un bon volume de recherche et un indice de concurrence le plus faible possible. Là, encore une fois, indice de concurrence, volume de recherche, c'est des infos que vous retrouvez sur les outils comme Ubersuggest. Et ensuite, sélectionnez les questions des internautes, tapez-les dans Google pour voir la concurrence et puis choisissez celles pour lesquelles vous avez un contenu de qualité à proposer. Tout simplement, je me mets à la place du client qui se dit, bah, par exemple, je suis un bijoutier, comment régler un collier? Comment ajuster une bague? Et si on voit que quand on tape ce genre de phrase, bah, en fait, les réponses qu'on voit, elles sont pas tip top et on se dit: «Bah, moi, je pourrais faire mieux». Bah, c'est peut-être l'occasion de créer un article de qualité. De se dire: «Bah, là, je vois qu'il y a une faille dans, la quête d'information de mes utilisateurs. Pourquoi pas leur proposer, du coup, un contenu sympa?» Et je sais que mon contenu, il y a des chances qu'il «perce» entre guillemets parce il y a pas de contenu, similaire dans les contenus existants. Alors que si, je passe 2-3 heures à créer du contenu de qualité et une fois que je l'ai fait, je regarde sur internet et je vois que quelqu'un a fait beaucoup mieux que moi ou est déjà très bien placé sur cette requête-là, ça sera de la perte de temps. Donc le but du jeu aussi en référencement naturel, c'est de pas perdre de temps et de pas se fatiguer pour rien. Donc vraiment, analyser en amont pour en détecter, finalement des opportunités et en fonction de ces opportunités, se dire: «OK, je vois qu'il y a de la place ici, bah, pourquoi pas tenter ma chance?» Donc, petit point, les critères on page. Donc, il y a le on page et le off page. On va s'intéresser d'abord à la première partie. Donc, la qualité de mon contenu. On parle beaucoup de qualité, de faire les choses bien, mais parfois, on n'arrive pas à définir qu'est-ce que la qualité. La qualité, c'est tout simplement l'originalité, votre contenu et votre identité, à vous de vous démarquer. On peut tous finalement se dire qu'un contenu déjà existant, on peut se le réapproprier et y apporter notre touche pour, apporter quand même de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire: «Voilà, moi je suis dans un domaine, je peux, créer du contenu qui va parler de mon activité, mais c'est de la manière dont je vais en parler qui va permettre de répondre à des objectifs». Si c'est développer ma notoriété, transmettre mes valeurs, on va pouvoir développer cette partie-là. Si, on a vocation à transmettre des infos. Le but, ça va être vraiment de se dire, vu que Google identifie instantanément les copier-coller, il faut vraiment bannir, cette pratique-là et il faut vraiment créer du contenu soi-même. C'est pas grave si vous en faites que un par mois. Si vous le faites bien et que vous le faites par vous-même, ça aura beaucoup plus de crédit que de bombarder finalement, de fausses créations de contenu en allant chercher un petit peu, 3 articles et en faisant notre propre mix. La longueur de votre contenu, tout simplement, donner toute l'information que le re que l'in que la recherche de l'internaute ne fait pas du remplissage. Donc moi, en fait, comment on va fonctionner, c'est que si on développe bien notre site internet d'un point de vue technique, on va avoir du coup nos bonnes balises qui sont bien placées, qui fait que si quelqu'un recherche, simplement une information qui est dans notre site, à l'intérieur, les gens vont arriver sur l'article global et dans cet article global, va y retrouver, l'information qui, eux, les intéresse. Donc la structure du site est très intéressante
Et le style d'écriture, vraiment essayer d'être le plus synthétique possible, être le plus compréhensif possible. C'est-à-dire que comme quand on était à l'école, moi, ce que j'explique à mes clients souvent, c'est une idée, une phrase. On essaye de ne pas commencer à faire des phrases avec des points-virgules, sinon on va perdre tout le monde en route. Donc, éviter le jargon, parce qu'on parle de vulgarisation, mais dans tous les domaines d'activité. On ne va pas commencer à complexifier notre langage pour nous montrer expert. Le but, c'est qu'on est tellement expert qu'on peut vulgariser notre contenu. Faciliter la lecture, donc là encore une fois, moi je suis un grand fan de la lecture en diagonale, je lis très rapidement les articles. Je vais lire que les citations, par exemple, quand je lis une interview, je vais lire que ce qui m'intéresse. Donc il faut que l'article soit facilement lisible, avec des mots en gras, avec des paragraphes, avec des sous-titres, qui va nous permettre de structurer notre page aussi intelligemment. Et enfin, la segmentation, traiter un sujet à la fois, éviter de mélanger vos idées. C'est ça, quand quelqu'un nous fait 5 outils pour développer votre business et qui met un outil différent de chaque thématique, un outil commercial, un outil marketing, un outil logistique, il pourrait faire 5 articles en fait. Un article qui se concentre vraiment à chaque fois sur une idée et de prendre le temps d'être le plus exhaustif possible sur cette idée, parce qu'il y en a qui vont lire que certaines infos, et il y en a qui vont vraiment prendre le temps, parce que c'est des débutants, et vous allez le fait de prendre son temps et de revulgariser, de contextualiser les choses, et de parler en fait, tranquillement d'un seul sujet, c'est là qu'on peut parler d'une bonne expertise. Alors que si on fait tout de manière superficielle, eh ben on n'est pas très utile en tout cas. Le contenu textuel, c'est bien, mais avoir du contenu avec des images, ça va être de plus en plus important parce que en termes de visibilité, l'image, elle va déjà représenter le contenu textuel. Donc parfois, c'est parce qu'il y a l'image qui contextualise que je vais pouvoir déjà m'intéresser à votre texte. Les images libres de droit sont de moins en moins judicieuses parce qu'elles ont été surexploitées et Google et les moteurs de recherche vont valoriser les contenus personnels. Les contenus personnels, donc on va les travailler, on va du coup retravailler nos photos. Si on n'est pas très fort, on va sur Canva, on fait nos petits visuels tout seul. Si on commence à être un peu bon sur Adobe Photoshop et compagnie, on va se faire plaisir avec des belles photos. Oui. Oui. Il y a un problème avec ton micro, j'ai l'impression. Ça grésille. Ça grésille? Ouais. Alors, on va essayer ça. Pour toutes les personnes qui posent des questions concernant la création de sites internet, est-ce que c'est Wix, est-ce que c'est WordPress, est-ce que c'est Joomla, est-ce que c'est autre chose, ce que je vous recommande vraiment, c'est pas tellement de vous triturer la tête avec ça, c'est de prendre l'outil qui vous semble le plus simple, ou si vous êtes un peu plus expérimenté, un outil plus compliqué comme WordPress, mais c'est surtout en fait, de passer à l'action, de commencer à créer des contenus, à créer un site intéressant, et à répondre aux questions des internautes. C'est ça le plus important. Sinon, vous allez passer des journées à vous dire est-ce que je dois prendre ci, est-ce que je dois prendre ça. Mais la vraie valeur de votre travail, elle se trouve dans la création de votre contenu et à la réponse aux internautes. Sincèrement. Donc ça, c'est hyper important parce que je vois qu'on a beaucoup de questions sur Wix. Est-ce que Wix c'est bien pour le SEO? Est-ce que c'est moins bien? Alors, si vous êtes une personne qui fait du référencement depuis 10 ans sur Google, oui, on va peut-être pas prendre Wix. Mais si vous êtes un sophrologue, un psychologue ou vous avez un restaurant, Wix fonctionne très bien et même pour du SEO. Voilà, c'est seulement si vous rentrez dans une technique ultra poussée que là, oui, je vous dirais de peut-être pas aller sur Wix. Donc prenez l'outil qui vous convient le mieux, testez et ensuite mettez en place. Je laisse Mini reprendre la main. Nickel. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, là, super. Nickel. C'est reparti du coup. Je vais conclure cette partie image avec tout simplement, qu'importe du coup l'outil de création de site internet sur lequel on est, il faut vraiment penser à ce qui est aussi de renommer nos photos. Donc avec la fameuse balise alternative. Et renommer aussi nos photos tout simplement, ce qui va permettre de potentiellement apparaître dans Google Images quand quelqu'un tape un contenu lié à notre activité. Donc ça va être aussi très intéressant. Et en termes de qualité, Google va valoriser les sites internet qui ont chacun les balises alternatives et qui ont bien renommé leurs photos. Pour avoir aussi du bon contenu sur votre site, il va falloir avoir une bonne architecture. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne quand on est sur un site internet. Parfois, on arrive sur un blog qui est très bien ficelé. Et quand on regarde au-dessus du titre, on voit qu'on est
Donc, on est dans mon blog, dans la catégorie mes outils, dans la catégorie sous-catégorie, et qui nous ramène vers une rubrique. Ça veut dire que ça va bien donner envie finalement à quelqu'un de lire peut-être un premier article et ensuite de revenir sur la catégorie initiale pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent l'intéresser. Et c'est là qu'on va augmenter la durée de session des utilisateurs grâce à ce fameux fil d'Ariane qui va aussi permettre à la fois au robot mais également à l'utilisateur de pouvoir mieux accéder à votre contenu et de manière plus simple et plus intuitive. Et enfin, optimiser votre site internet pour le mobile, ça va être nécessaire. Et là, on va parler des fameuses balises. Donc, tout dépend aussi, encore une fois, le CMS sur lequel on est. Souvent, on a tendance à avoir soit des balises H1, H2, H3. Si on est sur Wix, ils les appellent directement balises T1, T2, T3, je crois. Donc, ils les ont traduits en français. La balise H va structurer votre texte comme les règles qui régissent une rédaction à l'école. Donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, mon petit mémoire de fin d'études, j'ai une introduction, une problématique, un grand 1. Donc, le grand 1, ça va être ma balise H1 qui répond vraiment au titre principal où il va y avoir les mots-clés principaux. Dans la balise H2, qui va être par exemple dans un article référencement naturel, on a un article, le rôle du SEO dans votre stratégie web. Donc ça va être le sous-titre de mon article qui traite de référencement naturel. Et enfin, je vais accorder et ajouter du coup tranquillement le champ sémantique et le champ lexical du SEO de la stratégie web dans la balise H3 s'il y a des sous-parties dans mon article. Donc le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très très organisé et qui va vous aider, vous, déjà, à bien organiser votre contenu et pour votre utilisateur, de bien articuler vraiment toutes les informations qui sont disponibles. Et voilà à quoi ça va ressembler aussi pour ce qui est de la balise title et la métadescription. C'est vraiment très important de vérifier ça sur votre site internet. Donc vous tapez, vous mettez en recherche en navigation privée, vous tapez le nom de votre entreprise ou le nom de votre site internet et vous voyez le résultat. Et là, vous voyez où on a un titre qui apparaît. Et le but du jeu, souvent, je vois des entreprises qui mettent le nom de leur entreprise tiré et un genre d'appel à l'action pas très terrible, quoi. Pas terrible du tout même. Le but du jeu, là, c'est plutôt de se dire, le but, c'est en référencement naturel de faire venir les gens qui ne me connaissent pas, mais qui sont intéressés par mon service. Parce que quelqu'un qui me connaît va taper Bergamote directement et il va me trouver. Là, quelqu'un qui va être intéressé par de la livraison de fleurs, il va d'abord, l'information la plus intéressante, ça va être ce qu'il y a dans le titre. Donc, le mot-clé sont bien dedans. Donc, je suis un vendeur de fleurs et je fais de la livraison. Je possède un argument fort. Donc, ça va donner envie de cliquer. En fait, les gens, ils ont tellement de choix aujourd'hui sur Internet qu'il faut les convaincre. Il faut leur donner de bonnes raisons de passer sur votre site Internet. Et enfin, pour le convaincre encore plus, on va avoir notre petite métadescription qui peut faire jusqu'à 160 caractères et qui va finalement servir de deuxième phrase pour donner envie à la personne de passer à l'acte de tout simplement aller sur votre site internet. Donc c'est très important aussi de se concentrer sur ça. Donc moi j'utilise une extension souvent sur mon ordinateur, une extension Chrome d'audit SEO, je clique dessus, je vois rapidement le titre et la métadescription du site internet et je vois si en termes de nombre de caractères et de qualité de texte, est-ce que ça colle bien à la potentielle demande de l'audience. Et en termes de bonnes pratiques, voilà ce qu'on peut retenir vraiment, avoir des habitudes, des réflexes en se posant les bonnes questions pour créer des pages en raccord avec les bonnes pratiques du SEO, les mots-clés. Vraiment connaître ces mots-clés, c'est hyper important pour savoir finalement aussi quand quelqu'un tape un mot-clé, quelles sont les intentions qui vont se cacher derrière, donc des intentions de découverte, de considération ou de décision. Est-ce qu'il y a un bon volume de recherche dans le sens, est-ce que ça vaut le coup de créer du contenu ou est-ce que je vais créer un contenu qui va toucher personne, donc je vais perdre du temps? Et est-ce que j'ai les moyens de rédiger le contenu par moi-même ou est-ce que j'ai besoin d'un rédacteur? Dans ce cas-là,
comment je fais pour trouver quelqu'un à moindre frais et de bonne qualité pour créer du contenu qui va parler de mon activité. Et du coup, dépenser un petit peu pour avoir un bon retour sur investissement, parfois c'est mieux que de se dire moi je suis un boulanger, ce que je sais faire c'est du pain, je ne sais pas créer des articles qui parlent de boulangerie. Donc je vais me concentrer sur mon activité principale et je vais sous-traiter la partie développement de contenu. Et il y a des freelances ou des agences qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Et enfin, qu'est-ce que la qualité de contenu en quelques questions? Est-ce que j'ai bien répondu aux potentielles interrogations d'un internaute? Là, je peux envoyer mon contenu à quelqu'un qui connaît bien mes produits et à l'inverse, à quelqu'un qui ne connaît pas du tout mes produits. Donc, le cliché de l'envoyer à un collègue de boulot et à ma mère, et je vois si les deux comprennent la même chose, finalement, de mon article. Est-ce que j'ai bien illustré mes propos avec des images, des vidéos pertinentes? Donc ça peut valoir le coup aussi de se dire que du contenu de qualité, généralement, il est sourcé. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout développé par nous-mêmes. Parfois, on a des sources, on a des chiffres, et le fait de bien illustrer nos propos et de bien sourcer nos contenus, ça fait aussi, ça rend le contenu propre et ça donne aussi des sources complémentaires à notre potentiel internaute. Et enfin, est-ce que mon contenu permet la lecture en diagonale, donc les fameux titres, sous-titres rapides qui nous permettent de bien suivre si on a envie de bien articuler un article, et à l'inverse, si on a envie d'avoir juste une info. Là, vous pouvez retrouver par exemple sur le support Google, il y a plein de questions et de sous-questions et qui nous renvoient vraiment, parfois quand on va cliquer sur une requête, ça va nous renvoyer que dans une partie d'un site internet. Ça va nous ramener, ça va descendre automatiquement, ça va nous amener pile là où on veut pour avoir que la réponse qui nous intéresse. Et en bref, avant de conclure, avec vos questions, vraiment, voici ce qu'on peut retenir si on veut faire de l'optimisation de référencement. On a déjà un site, on a déjà du contenu. La première étape, c'est de créer des objectifs. Se définir des objectifs, c'est quoi? C'est se dire, moi, je veux créer du contenu pour faire venir des gens sur la page de contact de mon site web. Donc, généralement, on crée des articles et on a des call to action à la fin de nos articles qui sont, si vous avez été intéressé par mon article, vous pouvez me contacter. Si vous voulez en savoir plus sur mon activité, vous pouvez me contacter. Là, on a un bouton physique, numérique, qui nous renvoie directement sur la bonne page. Donc, si on a des objectifs, on peut les réaliser. Si on crée des articles pour le plaisir, il va falloir nous fixer des objectifs de plaisir qui seront le nombre de vues. Mon objectif, c'est que France 3 Région parle de moi d'ici 6 mois. Allez, comment je vais faire pour mettre en place ça? Donc, je vais faire une audit de mon site internet pour savoir quelles sont les bonnes pratiques que j'ai déjà, qu'est-ce que je peux faire évoluer. Est-ce que je suis bon au niveau de mes mots-clés? Ou est-ce qu'il y en a que je n'ai pas assez mis en valeur ou que j'ai sous-estimé ou que j'ai surestimé, que je dois corriger? Je vais mettre en œuvre mes changements, créer des contenus, ajuster mes nouveaux contenus, mettre à jour mes anciens. Parfois, il y a des chiffres à mettre à jour. On peut réutiliser des contenus tout simplement aussi pour, par exemple, un article sur les bonnes pratiques de référencement naturel. Je le fais en 2020. Au lieu d'en refaire un en 2021, je vais actualiser ce que j'avais déjà fait l'année dernière pour justement aussi le refaire vivre, le remettre à jour et créer vraiment des choses de qualité. Et enfin, pour savoir si on a réalisé nos objectifs ou non, il faut déjà être capable de les mesurer, capable de les tester, et ensuite définir des optimisations qui vont nous permettre de relancer la boucle et cette fameuse spirale positive. Donc voilà un petit peu les points essentiels de notre présentation. Si vous avez des questions, on va les prendre tranquillement avec Théophile. Est-ce que Théophile, tu peux reprendre aussi la main avec moi si tu veux et nous proposer des questions que tu as en commentaire? Alors, on a quand même pas mal de questions sur l'hébergeur. Je vous recommande personnellement, on a de populaire, on a OVH qui marche très bien. Vous avez O2Switch qui est très bien aussi, que moi j'utilise, qui est français, Cocorico, que j'aime beaucoup, qui coûte 5 € par mois et vous pouvez créer autant de sites que vous voulez, donc c'est pas mal. Après, vous en avez plein d'autres, hein, là, ça va vous voir en vrai. Ouais, on va en donner un troisième pour le côté. Voilà, il y a One and One, OVH, et voilà, les O2Switch. Et
le principal, c'est de se dire que voilà, il y a plusieurs solutions à votre disposition. Moi, ce que je donne comme conseil, c'est, comme il a dit finalement Théophile, c'est soit il y a quelqu'un que vous connaissez qui est déjà à l'aise sur un outil, il va vous aider, ça sera plus simple. Mais il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. On n'est pas là aussi pour mettre en avant plutôt l'un que les autres, mais vraiment, il y a plusieurs solutions à votre dispo. Il y en a pas mal. Après, moi, ce qu'on peut vous recommander, c'est que je vois qu'il y a énormément de questions qui sont liées aux balises aussi. Alors, pour vous simplifier, vous dessiner un peu ce que c'est une balise, c'est comme une rédaction à l'école. À l'école, quand vous faites une rédaction en français, généralement, vous avez un titre. Donc ça, c'est le titre dont par exemple on va parler, je sais pas, de la Première Guerre mondiale. Donc ça va être le titre de notre page. Ensuite, on va avoir des parties, donc partie 1, partie 2, partie 3. Généralement, chaque partie, on appelle ça un sous-titre. Donc on appelle ça un H2 chez nous en balise. Et ensuite, vous avez dans ces balises, dans ces parties, vous pouvez avoir des sous-parties. Et là, on appelle ça des H3. Donc quand vous créez un contenu, vous faites un contenu sur votre site internet, vous avez toujours un seul titre, ça vous pouvez pas en avoir plusieurs. Donc par exemple, ça va être comment perdre du poids. Ensuite, vous allez avoir plusieurs parties, donc les conseils. Donc, par exemple, partie 1, faire du sport. Là, vous faites votre rédaction avec tous les conseils que vous pouvez prodiguer. Ensuite, partie 2, manger sainement. Là, vous créez ensuite tout votre contenu, votre texte. Et ensuite, vous allez faire une partie 3, par exemple, avec prendre un coach sportif. Vous écrivez le contenu, vous finissez par une petite conclusion, vous intégrez une conclusion, vous mettez des images et vous intégrez les mots-clés principaux qui vous semblent logiques. Mais là, pour bien commencer le SEO et pas se prendre trop la tête et vraiment se lancer, c'est de se dire, OK, comment je vais créer un contenu qui est pertinent, qui va être utile aux internautes. Et là, déjà, vous avez, on va dire, 70% du travail qui est fait. Donc, pensez toujours à, OK, je suis un internaute, je cherche cette question. Comment je peux rendre plus visible ma page en répondant à cette question la plus précisément possible. L'objectif de Google, c'est de faire matcher les internautes avec les réponses les plus qualitatives. C'est ça l'objectif. Donc là, c'est à vous de travailler sur ce côté-là. Ensuite, tout ce qui va être quel site je vais utiliser, quel CMS. CMS, d'ailleurs, beaucoup de questions là-dessus. Un CMS, c'est un outil pour créer un site internet. On a Wix, on a WordPress, Joomla, Google My Website et énormément d'autres avec du e-commerce. Pour vendre des produits en ligne, on a WooCommerce qui est affilié à WordPress. On a Shopify qui est plus facile d'utiliser. Wix, il me semble qu'ils ont une partie e-commerce. Mais là aussi, c'est à vous de regarder, de tester. On aura du mal à vous dire que lui, c'est le mieux, lui, c'est le moins bien. C'est toujours très compliqué. Ça dépend beaucoup de vos besoins et aussi de votre budget. Merci pour cette question. Peut-on faire la différence entre plusieurs mots-clés, même identiques? Les majuscules, ça ne sert pas à grand-chose pour les mots-clés. Écrivez comme si vous étiez en français et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas d'astuce de mettre en gras, mettre en souligné. Ça ne fonctionne pas mieux pour le référencement, à mon sens. Mais déjà, dites-vous, OK, je crée un site internet. Wix et WordPress, ça c'est à vous de voir. Ensuite, je fais OK, j'ai mon site, je vais faire ma page d'accueil propre, qui va présenter mes activités, qui va présenter qui suis, mon histoire, etc., etc. Ensuite, on va créer des contenus, donc par exemple des articles de blog, qui vont répondre à des questions dans ma thématique. Si je suis sophrologue, je vais faire un article par un sujet, par un service par exemple, et je vais intégrer les mots-clés et répondre aux questions le plus simplement possible. Avec une page contact, et déjà on est pas mal. Oh là là, on a beaucoup de questions. Franchement, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est vraiment tout ce que tu as dit, Théophile, sur les choix qu'on a à notre disposition, les choses qu'on peut faire. Et si vous avez encore d'autres questions, le référencement naturel, il peut vous aider aussi là-dessus. Hein. Moi, je tape souvent des mots-clés sur Internet qui sont les mots-clés, les questions que je me pose. Et là, on va avoir beaucoup de contenu. Donc, si vous hésitez entre un CMS, si vous hésitez, quel est l'outil qui va être le plus adéquat à ma demande, n'hésitez pas à faire des requêtes aussi pour voir ce qui ressort et voir les sites qui ressortent pour dire, ah tiens, le site SEO Rank, il a l'air qualitatif parce qu'à chaque fois que je fais des requêtes, c'est souvent ce site-là qui ressort et ça va vous permettre aussi de comprendre un peu cette marmite et comment on fait pour apparaître de la meilleure manière possible. Tout à fait. Ça fonctionne très bien de mettre le mot-clé qu'on veut travailler, de le mettre sur Google et de voir qu'est-ce que Google met en première page. Et c'est là où on va se dire, ah, OK, donc si Google met, par exemple, cette personne avec ce mot-clé en premier, c'est qu'il y a une raison, c'est pas fait au hasard, c'est que la personne a essayé de travailler au maximum son contenu ou que pour Google, la personne a un contenu qui répond le mieux pour elle, c'est le contenu qui répond mieux à l'internaute.
Donc, on va pouvoir s'en inspirer sans copier-coller. Jamais, ça ne sert à rien. Ça va simplement vous pénaliser. Donc, ne faites pas ça. C'est comme à l'école. Google, c'est comme à l'école. Moi, je dis beaucoup que Google, c'est comme l'école en termes de rédaction, en termes de pénalité. Si on commence à copier son voisin, et ben, généralement, on finit au coin avec 1 heure de colle. Et ben, c'est exactement la même chose avec Google. On rentre pas dans le détail dans tous les cas. On va pas rentrer dans le détail de quelle pénalité. Faites simplement votre contenu. En plus, il y a des droits d'auteur sur chaque contenu. N'oubliez pas. Donc, faites du contenu qualitatif aux internautes, essayez que votre site soit rapide, et ensuite créez des liens avec d'autres personnes. Si des amis ont des sites internet, les CCI, mairies, les annuaires, pages jaunes, etc., peuvent parler de vous ou faire un petit lien de leur site vers votre site internet, ce qu'on appelle un backlinks. Ça sera toujours bien. Pensez, 1, à la partie technique de votre site, rapide. 2, et surtout 80% du travail, ça va être votre contenu. Répondez au mieux et de façon la plus qualitative aux internautes. Et 3, essayez de nouer des partenariats avec d'autres sites internet qui vont mettre des liens de votre site sur leur site internet. Ça, déjà, vous aurez une bonne base. Et ensuite, le dernier conseil avant qu'on se laisse, c'est faites, créez. Et c'est comme ça qu'on se met en référencement. C'est pour ça que généralement, quand on nous demande combien de temps ça met pour se référencer, bah, c'est pas une bonne question. La bonne question, c'est combien de contenus j'ai créé qui vont pouvoir optimiser ma visibilité sur Google. C'est ça le plus important. Donc, mettez en place et vous aurez déjà 80% de plus que la majorité des personnes. Parfait. Là, je vous ai fait un bon coaching. Si je vous ai pas donné envie de commencer à faire de la rédaction dès demain. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, on finit avec du coup le site internet. Si vous voulez vous former gratuitement et c'est ouvert à tous, vous avez le site internet g.co atelier numérique, donc Google Atelier numérique. Vous pouvez avoir un rendez-vous personnalisé. Tout est gratuit, ce que je vous dis. Avoir un rendez-vous d'1 heure si vous avez besoin de plus de précision sur un sujet au 01 76 21 52 00. Et sinon, il me semble qu'on se retrouve vendredi pour parler de Google My Business, si je ne me trompe pas. Exactement. On sera nous deux, du coup, aussi, pour échanger sur Google My Business. Donc, n'hésitez pas à préparer vos petites questions. On a été énormément nombreux aujourd'hui. J'espère que ce sera la même chose pour vendredi. Tout à fait. Mais c'était un vrai grand plaisir. Et j'ai essayé de répondre à tout le monde. On a essayé de répondre, mais c'était un peu compliqué. Je vais beaucoup taper sur mon clavier. Mais bon, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux pour le temps que vous avez pris. On se retrouve vendredi. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Et puis à bientôt. Bon appétit. Salut. À bientôt. Au revoir.